Bonjour chers élèves, bonjour chers amoureux de la philosophie. Je me nomme Maxime Kanfani, je suis professeur de philosophie à l'école Picalassens et à l'école A3G. Répondre à la question qu'est-ce que la philosophie n'est pas une chose aisée. Pourquoi? Parce que la philosophie est cette discipline qui a plusieurs définitions. C'est la raison pour laquelle, à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, on a constaté que les philosophes vont s'inscrire dans un désaccord incessant et permanent. Ce qui montre que la philosophie n'a pas une seule définition, mais elle en a plusieurs. Malgré l'équivocité, le caractère polysémique des mots de philosophie, on pourrait faire recours à son étymologie grecque, philo, sophia, pour tenter de définir ce qu'est la philosophie. De ce point de vue, conformément à son étymologie grecque, composée de deux notions, de deux concepts, philo, dérivé du verbe grec philéien, et sophia, philo qui signifie amour, sophia quant à elle signifie sagesse, connaissance et vérité, et le verbe philéien signifie aimer. Sous ce rapport précis, on comprend que la philosophie, conformément à son étymologie grecque, pourrait être définie comme l'amour de la sagesse. Dire que la philosophie est amour de la sagesse ne signifie pas que le philosophe soit un sage ou un sachant ou un savant. Dire que la philosophie est amour de la sagesse reviendrait à dire que le philosophe peut être comparé à un pèlerin du savoir dans la mesure où il s'engage de manière interminable, de manière chronique à la quête de la vérité. Dans cette perspective, on comprend que le philosophe est cet individu qui a fait une prise de conscience de son ignorance. Étant conscient de son ignorance, il s'engage dans la quête perpétuelle de la vérité. D'ailleurs, pour donner du poids à mon argumentation, pour donner de la valeur à mes explications, je pourrais faire recours aux propos de Karl Jaspers qui, dans son livre intitulé « Introduction à la philosophie », déclare une citation telle célèbre que pratiquement tous les élèves connaissent, je cite « L'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité, non sa possession. Faire de la philosophie, c'est être en route. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Chaque réponse devient une nouvelle question. Autrement dit, de l'avis de Karl Jaspers, la philosophie n'est pas une somme de réponses absolues. La philosophie n'est pas caractérisée par une réponse, par une série de réponses interminables. La philosophie, elle est caractérisée par une série de questions interminables. Pourquoi? Parce que le philosophe qui se proclame savant, il trahit la mission, la vocation de la philosophie. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on retient à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie? Certes, on a du mal à définir ce qu'est la philosophie, mais pour contourner cette difficulté, on a tenté de faire recours à son étymologie grecque qui nous enseigne que la philosophie pourrait être définie comme l'amour de la sagesse. De ce point de vue, le philosophe n'est pas un sage, mais également il n'est pas un ignorant. Il n'est pas un sage parce que le sage est celui qui, par essence, qui détient la totalité du savoir. Il n'est pas un ignorant parce qu'il est conscient de son ignorance. Alors, pour résumer, qu'est-ce que la philosophie? Disons que le philosophe, c'est quelqu'un qui est conscient de son ignorance. Étant conscient de son ignorance, il s'engage dans une quête chronique, perpétuelle et interminable de la vérité. Donc, grosso modo, on retient que la philosophie pourrait être définie comme l'amour de la sagesse selon son étymologie grecque. Oui, c'est une question qui revient constamment, qui revient souvent. Pourquoi la philosophie est-elle mal comprise par le grand public? D'abord, il faut comprendre que si beaucoup de préjugés, de suspicions et de méfiance sont développés à l'encontre de la philosophie. Ainsi, bon nombre de gens considèrent la philosophie comme une activité pénible, une activité dangereuse qui semble nous éloigner de la foi, de la croyance et de la sacralité. Dès lors, on comprend que la philosophie a été victime de nombreuses critiques depuis son départ, depuis son commencement et depuis son avènement. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que être philosophe, c'est être athée. Être philosophe, c'est saper, c'est détruire, c'est contester les valeurs, les croyances de la société. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la philosophie a été victime de nombreuses critiques. Certains la considèrent tantôt comme une activité dangereuse, d'autres en revanche la considèrent comme une perte de temps, comme une activité inutile, démodée, dépassée, archaïque et anachronique qui ne parvient pas à prendre en charge convenablement toutes les aspirations et toutes les préoccupations des hommes. Sous ce rapport, il semble que la philosophie mérite d'être reléguée au second plan. Elle mérite d'être reléguée au second plan, pourquoi? Parce que la philosophie, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mes explications, elle ne parvient pas à satisfaire l'homme sur le plan matériel. Elle mérite d'être reléguée au second plan parce que l'activité philosophique semble être dangereuse face aux valeurs, aux croyances et à la foi. Elle mérite d'être reléguée au second plan parce que l'activité philosophique ne parvient pas à satisfaire l'homme sur le plan matériel. Mais également,
on a constaté que les philosophes passent tout leur temps à se chamailler, à se quereller entre eux autour de la vérité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, on a constaté que beaucoup de philosophes ont proposé des réponses multiples, contradictoires, antinomiques et opposées. Dans cette perspective, il semblerait que la philosophie soit une activité inutile, mal comprise et défavorable aux yeux de la société. Toutefois, il faudra noter que l'être humain a besoin de la philosophie. J'ai l'habitude de dire que l'homme a besoin de la philosophie comme la nuit a besoin d'étoiles. Dire que l'homme a besoin de la philosophie comme l'homme a besoin d'étoiles reviendrait à dire que la philosophie elle est incontournable dans la vie de l'homme. Parce que l'homme est par essence un être rationnel, raisonnable, un être pensant et philosophant qui aspire à éclairer son existence et à donner un sens à sa vie. Voulant donner un sens à sa vie, il fait recours à la réflexion philosophique pour tenter de répondre à certaines questions d'ordre existentiel qui me semblent fondamentales et inhérentes. Que sont? D'où venons-nous? Où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? Comment vivre heureux? Comment mourir dignement? Toutes ces interrogations d'ordre existentiel semblent être prises en charge par la philosophie. C'est pourquoi un philosophe camerounais du nom de Ebenezer Jomael disait « Si le monde a besoin de la philosophie, c'est parce qu'il y a un manque dans la culture humaine. De l'inhumain dans l'humain, de l'irréalité dans la réalité. Sous ce rapport précis, il convient de comprendre ce que la réflexion philosophique peut apporter à l'humanité. En effet, en tant que discours rationnel, la philosophie cherche à perfectionner l'esprit de l'homme, à développer l'esprit critique et à combattre les fausses certitudes. Conscient de son caractère utile et indispensable, René Descartes écrit dans son livre intitulé Problème de philosophie. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Sous ce rapport précis, on comprend que la pensée philosophique elle est inhérente dans l'existence humaine. J'ai envie de dire, l'homme ne peut pas se passer de la philosophie. Peut-on philosopher sans avoir étudié la philosophie? La question pourrait être répondue, pourrait être prise en charge sous deux angles. Premièrement, on pourrait dire qu'on peut philosopher sans avoir étudié la philosophie, parce que l'histoire de la philosophie a montré que beaucoup de philosophes, ils ont usé de leurs propres raisons, de façon critique, de façon rationnelle, de façon analytique, pour tenter d'accéder à la vérité. S'il en est ainsi, on pourrait comprendre les propos d'Emmanuel Kant qui dit clairement qu'on n'apprend pas la philosophie, on apprend seulement à philosopher. On n'apprend pas la philosophie selon Emmanuel Kant parce que la philosophie n'est pas une somme de connaissances transmissibles. On apprend seulement à philosopher parce que l'être humain, étant un être rationnel, doué d'une intelligence, est capable d'utiliser sa raison de façon méthodique pour tenter d'accéder à la vérité. Dans cette perspective, on comprend qu'on peut bel et bien philosopher sans avoir étudié la philosophie. Ça, c'est la première partie de la réponse. Par contre, dans la deuxième partie de la réponse, il serait peut-être intéressant de montrer que pour philosopher, il faudra impérativement apprendre la philosophie. Parce que l'histoire de la philosophie nous a montré que, à l'instar des philosophies stoïciennes et épicuriennes qui enseignaient la philosophie dans le jardin et dans le jardin, comme par exemple l'épicurisme, c'est un courant philosophique qui nous enseigne qu'on peut bel et bien enseigner la philosophie. D'ailleurs, les épicuriens avaient tendance à enseigner la philosophie dans le jardin. C'est la raison pour laquelle on les appelait les philosophes du jardin. Philosophes du jardin, pourquoi? Parce qu'ils avaient tendance à rassembler tout être humain s'intéressant à la philosophie pour apprendre la philosophie. De ce point de vue, on comprend que l'être humain peut bel et bien apprendre la philosophie pour pouvoir philosopher. Pourquoi dit-on que la philosophie elle est actuelle même au XXIe siècle? Parce que l'être, je dirais tout simplement que l'homme ne peut pas se passer de la philosophie, l'homme ne peut pas divorcer avec la philosophie. Pourquoi? Parce que l'homme est un animal pensant et philosophant. Pourquoi? Parce que l'homme est profondément un être rationnel qui éprouve le besoin de comprendre, de s'interroger, de donner un sens à sa vie. Voulant comprendre, s'interroger, donner un sens à sa vie, fondamentalement, l'être humain fait appel à la philosophie. Dans cette perspective, on comprend que la philosophie, non seulement elle est importante, mais elle est incontournable dans la vie de l'homme. J'ai même envie de dire, autant les plantes ont besoin d'être cultivées pour être productives, autant l'âme humaine a besoin de la philosophie pour s'épanouir intellectuellement, pour s'épanouir mais également spirituellement et moralement. Dans ce sens, on comprend que le monde d'aujourd'hui, notre époque d'aujourd'hui a besoin de la philosophie.
En effet, dans un monde immonde, dans un monde aigri, dans un monde marqué par la persistance des conflits, il me semble fondamental de faire recours à la philosophie pour arrêter ce qu'on appelle la violence. Dans un monde où la connaissance semble être reléguée au second plan, dans un monde où la justice semble être plus dévaluée que le franc CFA, il me semble capital et fondamental de faire appel à la philosophie. De ce point de vue, je fais partie des gens qui croient et qui pensent que la philosophie, elle est importante. On ne peut pas divorcer avec la philosophie, on ne peut pas rompre avec la philosophie. Voilà pourquoi le philosophe allemand Arthur Schopenhauer disait « L'homme est un animal métaphysique ». Pourquoi dit-on que l'homme est un animal métaphysique? De l'avis de Arthur Schopenhauer, c'est parce que l'homme est le seul être, la seule créature qui aspire à éclairer son existence et à donner un sens à sa vie. Et si Arthur Schopenhauer nous dit que l'homme est un animal métaphysique, c'est parce que l'homme est le seul être qui soit capable de soulever des questions d'ordre existentiel. L'animal, il faut le dire, n'est pas capable de soulever des questions d'ordre existentiel. Sous ce rapport précis, on comprend que l'homme, étant un animal pensant, étant un être rationnel, disposant d'une intelligence, est capable de philosopher pour tenter de donner un sens à sa vie. Donc pour résumer, on comprend que notre monde d'aujourd'hui a besoin de la philosophie comme la nuit a besoin d'étoiles. À la question de savoir quel doit être le rôle du philosophe dans la société, je dirais tout simplement que le philosophe, il est le guide de son époque. Le philosophe, il est le phare de sa société. Le philosophe, il est l'homme de son temps, pour paraphraser l'expression de Hegel qui disait que toute philosophie est fille de son époque. Il est le guide de son époque parce qu'il doit éclairer les consciences. Il est le guide de son époque parce qu'il doit donner un sens à l'existence de ses semblables. Il est le guide de son époque parce que le philosophe est celui qui doit éclairer les consciences de ses semblables. En effet, dans une société où les gens sont trompés, dans une société où les gens ont souvent tendance à faire recours qui sont à la quête de l'avoir plutôt à la quête du savoir, il incombe au philosophe, en tant que l'homme de son temps, disposant d'un esprit critique, analytique et encyclopédique, d'éclairer la conscience et la conduite de ses semblables. Dans cette perspective, on comprend que la philosophie n'est pas seulement une activité caractérisée par la spéculation, mais c'est une activité caractérisée par l'action. Elle est caractérisée par l'action. Pourquoi? Parce que le rôle du philosophe, c'est d'éclairer la conscience de son peuple. Le rôle du philosophe, c'est de guider et d'éclairer. Donc le philosophe apparaît dans ce sens comme un guide qui a pour mission noble et fondamentale d'éclairer la conscience de ses semblables, de leurs semblables en tout cas, pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance, dans les ténèbres et dans l'erreur. À la question de savoir est-ce que la philosophie peut-elle contribuer à résoudre les problèmes de notre temps, je crois qu'il faut analyser la question sous deux angles. Dans un premier temps, on pourrait dire que la philosophie pourrait résoudre les tensions, les conflits et les problèmes auxquels les hommes sont confrontés. En effet, dans un monde marqué par la crise et par la violence perpétuelle, dans un monde marqué par la persistance des conflits, le rôle du philosophe, c'est d'éveiller et d'éclairer les consciences. Le rôle du philosophe, c'est de trancher. Le rôle du philosophe, c'est de guider sa population, en tout cas son peuple, vers la droiture, vers la justice et vers la liberté. Dans ce sens, on comprend que le philosophe a un rôle inhérent, important à jouer dans la société. Mais dans un autre sens également, on pourrait dire que les problèmes, les difficultés auxquelles les hommes sont confrontés ne pourraient pas être prises en charge par la philosophie. Pour la bonne et simple raison, la philosophie est souvent considérée comme une perte de temps, comme une activité inutile, incapable de se prononcer sur les urgences de la vie. D'ailleurs, si la philosophie a été victime de nombreuses critiques, c'est parce que tout simplement, l'activité philosophique semble être impuissante face aux difficultés aux hommes sont confrontés. Quelle est la nature de ces difficultés? Ça peut être des difficultés d'ordre matériel. Quelle est la nature de ces difficultés? Ça peut être des difficultés liées à la guerre, par exemple à la crise sanitaire et à la crise sanitaire. Maintenant, face à la crise sanitaire, face aux guerres qui menacent l'existence humaine, il me semble que la philosophie soit impuissante face à ces situations. Sous ce rapport précis, le sens commun, le fanatique, a souvent tendance à considérer la philosophie comme une perte de temps parce que le philosophe passe tout son temps à rêver. Le philosophe passe tout son temps à se déconnecter, à se détacher des réalités de la vie au lieu de s'intéresser aux réalités qui nous entourent, mais également au lieu d'apporter des solutions face aux crises, face aux difficultés auxquelles les hommes sont confrontés. Il me semble fondamental de dire oui. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que nos dirigeants ont besoin des philosophes. D'ailleurs, je pense à la fameuse citation de Platon qui, dans son livre intitulé La République, Platon écrit, je cite, j'ouvre des guillemets, pour que les maux de la société puissent disparaître,
il faut que les philosophes deviennent des rois ou les rois s'adonnent à la philosophie. Autrement dit, de l'avis de Platon, pour qu'on puisse avoir une société idéale, une société marquée, caractérisée par la stabilité et par la paix, une telle société doit être guidée par les philosophes. On comprend dans cette perspective qu'à travers cette citation, Platon fait ce qu'on appelle l'apologie de la philosophie. L'apologie de la philosophie, pourquoi? Parce que notre société, pour qu'elle soit éclairée, a besoin des philosophes. Le philosophe étant un être caractérisé par la quête de la vérité. Le philosophe est celui qui se déconnecte, qui se désintéresse, en tout cas des biens périssables, et apte à diriger la société de façon convenable, de façon juste, de façon équitable, sans pour qu'il y ait ce qu'on appelle la violence et les tensions permanentes. Dans cette perspective, on comprend que nos dirigeants ont bel et bien besoin des philosophes. Ils ont même besoin d'être conseillés, d'être entourés par des philosophes. C'est ça, telle est ma réponse sur cette question. Aujourd'hui, manque-t-on de réflexion ou de connaissance? D'une part, je pourrais dire qu'on manque de réflexion. Manque de réflexion, pourquoi? Parce que si nous regardons ce qui se passe dans notre société actuelle, dans notre société, elle me semble être malade. Si nous regardons ce qui se passe dans notre société, on a comme l'impression que beaucoup de gens ont tendance à poser des actes sans réfléchir. Or, en mon sens, la réflexion doit précéder l'action. Et quand je dis que la réflexion doit être antérieure à l'action, cela voudrait dire que l'être humain, avant qu'il ne pose un acte, il doit d'abord réfléchir. De ce point de vue, la réflexion, en mon sens, permet à l'être humain de ne pas sombrer dans la violence perpétuelle. La réflexion permet à l'être humain de ne pas sombrer dans ce qu'on appelle des choses nuisibles et préjudiciables à la société. Donc dès lors, on comprend que la réflexion, elle est importante. Maintenant, que signifie réfléchir? Réfléchir est un mouvement de retour de la pensée sur elle-même. J'allais même dire, une réflexion est dite critique quand elle cherche à faire la part de la vérité et de l'erreur. Donc réfléchir, en mon sens, c'est observer les conséquences, c'est tenir compte des conséquences de nos actes. Réfléchir, c'est être capable d'éviter le danger. Réfléchir avant d'agir, c'est être capable de mesurer le sens, en tout cas la pertinence de nos actes et de nos actions. Je dirais tout simplement que le bonheur, c'est l'absence de contraintes. Je dirais tout simplement que le bonheur, c'est l'ataraxie, pour paraphraser les philosophes stoïciens. Le bonheur, c'est quoi? C'est l'absence des soucis. C'est l'absence de toute situation qui bouleverse notre conscience et notre âme. L'être humain, fondamentalement, aspire à être heureux. Parce que le bonheur, j'ai envie de dire, c'est la seule chose qui pousse l'être humain à agir. Donc, le but de la vie, le but ultime de la vie, c'est le bonheur. Maintenant, comment atteindre ce bonheur? Pour certains, l'homme heureux est celui qui soit capable d'accepter les situations de la vie. Qu'il soient des situations heureuses ou malheureuses, l'être humain doit se conformer aux situations de la vie, comme disaient les philosophes stoïciens. Abstiens-toi et supporte. Donc pour résumer, je disais quoi? Je dirais tout simplement que le bonheur, c'est l'état d'esprit d'un être humain. Le bonheur, c'est l'absence de troubles. Le bonheur, c'est l'absence de troubles passionnels. Le bonheur, c'est l'absence de contraintes. Le bonheur, c'est l'absence de tout ce qui nuit à notre âme et à notre conscience. À la question de savoir qu'est-ce que la liberté, on constate que ce mot de liberté renferme plusieurs définitions. Autrement dit, la liberté est une notion, est une expression polysémique. Chacun a sa propre façon de définir la liberté. C'est pour certains être libre, c'est obéir aux lois et respecter les lois. Pour paraphraser Montesquieu, qui disait que l'homme libre est celui qui respecte les lois. Mais si la liberté consiste à respecter les lois, j'ai envie de poser une question fondamentale. Et si la loi elle est contraignante, si la loi menace ma liberté, si la loi étouffe ma liberté, dans ce sens, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la loi porte atteinte à la réalisation de la liberté des individus? Dans cette perspective, on comprend qu'être libre, d'une part, c'est respecter la loi, mais également être libre, en mon sens, c'est être capable de s'affranchir, c'est être capable de ne pas être esclave de ses passions. L'homme libre, en mon sens, est celui qui parvient à maîtriser ses passions, ses désirs et ses penchants. Tant que l'être humain ne parvient pas à maîtriser ses passions et ses penchants, il devient esclave de son être. Maintenant, pour ne pas être esclave de son être, l'être humain fondamentalement est appelé à savoir maîtriser ses passions et ses penchants. Dans cette perspective, je dirais tout simplement que la vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes. La vraie liberté n'est pas l'absence de situations périlleuses. La vraie liberté, à mon sens, consiste à maîtriser ses passions et ses désirs, ce qui permet à l'homme non seulement d'être libre, mais également d'être sage.
À la question de savoir la vérité existe-t-elle ou chacun possède-t-il sa propre vérité, je crois qu'il y a deux éléments de réponse qui pourraient être possibles. Oui, la vérité d'une part existe, parce que la vérité religieuse existe, la vérité spirituelle, elle existe. La vérité en tant que l'absence de la fausseté, à mon sens, existe. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai? Dans toutes les religions révélées, on nous enseigne que Dieu existe. C'est une vérité religieuse. Dans toutes les religions révélées, on nous enseigne que Dieu a envoyé ses prophètes, a transmis sa vérité par l'intermédiaire des prophètes. Dans ce sens, on comprend que la vérité existe. Donc, dire que la vérité existe reviendrait ici à évoquer la singularité, en tout cas le caractère unique de la vérité. Donc, on comprend dans ce sens que dans toutes les religions révélées, il y a ce qu'on appelle la vérité. Tel que, par exemple, l'existence de Dieu, le fait que Dieu ait envoyé ses prophètes. Dans ce sens, on peut parler de la vérité. Chacun a sa vérité. Dans une société où tout le monde parle, pour ironiser un peu, dans une société où chacun pense qu'il détient le monopole de la vérité, je pense que dans une telle société, chacun garde sa vérité. Et quand chacun garde sa vérité, on ne va pas s'entendre. Quand chacun garde sa vérité, ou chacun pense que sa vérité elle est indéniable, incontestable et irréfutable, dans une telle société, il y aura toujours des conflits et des tensions permanentes. L'intelligence est-elle plus importante que la sagesse? Je dirais tout simplement que l'intelligence et la sagesse sont deux notions compatibles. L'intelligence et la sagesse sont deux notions inséparables comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Parce que l'homme sage est celui qui est intelligent. L'homme intelligent est celui qui prend des décisions qui sont sages. Qu'est-ce que la sagesse? À la question de savoir qu'est-ce que la sagesse, je dirais tout simplement que la sagesse n'est pas seulement le fait d'ingurgiter une somme de connaissances. La sagesse n'est pas seulement le fait de mémoriser une somme de principes. Mais la sagesse, elle est action et contemplation. Elle est action et contemplation. Pourquoi? Parce qu'après avoir médité, après avoir contemplé, l'être humain qui se proclame sage doit être en mesure de poser de bonnes actions, de bonnes œuvres à l'endroit de ses semblables. L'homme sage, en mon sens, il est intelligent. L'homme sage est celui qui parvient à s'écarter, à s'adonner entièrement au service de sa société, mais également l'homme sage est celui qui soit capable de parler, de dire ou d'écrire des choses qui soient utiles à sa société. L'homme sage est celui qui pose des actions qui sont intelligentes. Donc pour résumer, grosso modo, je retiens que la sagesse et l'intelligence sont deux actions, sont deux choses qui vont ensemble, sont deux notions compatibles qui vont de pair. On ne peut pas les séparer. Peut-on réussir sa vie sans réussir socialement? Je dirais d'une part oui, on peut réussir sa vie parce que dans notre société, réussir sa vie, c'est posséder une somme colossale. Réussir sa vie, c'est avoir des millions. Réussir sa vie, certains même pensent que c'est être très célèbre. Réussir sa vie, c'est être capable de subvenir à ses besoins quotidiens. Réussir sa vie, c'est être capable de subvenir convenablement à tous ses besoins matériels. Mais l'individu peut réussir sa vie et ne pas réussir dans la vie. Réussir dans la vie signifie quoi? Entretenir de bons rapports, de bonnes relations avec ses semblables. Parce que l'homme seul ne suffit pas. Même si l'homme réussit dans sa vie, même si l'homme réussit sa vie en possédant des millions, des milliardaires, et s'il ne parvient pas à avoir de très bonnes relations avec ses semblables, je pense qu'une telle réussite mérite d'être corrigée. Je pense qu'une telle réussite est comparable à ce que j'ai envie de dire à un péché. Je pense qu'une telle réussite n'est pas souhaitable. Pourquoi? Parce que l'homme lui seul ne suffit pas. L'homme a besoin de ses semblables. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, l'homme n'est pas un être autosuffisant. L'homme n'est pas un être autarcique, mais il a besoin de ses pairs pour se parfaire. Quand je dis que l'homme a besoin de ses pairs pour se parfaire, j'entends par là, l'être humain lui seul ne suffit pas. D'ailleurs, à la naissance, le bébé qui vient de naître, qui est entretenu, encadré, nourri par sa famille, a fondamentalement besoin des autres. Mais moi qui vous parle à mon âge, j'ai besoin des autres. Donc, l'être humain ne saurait dire « je n'ai pas besoin des autres ». Parce que du berceau jusqu'à la tombe, on a besoin de ses semblables. L'être humain cherche un sens à son existence parce que l'être humain est par essence un être curieux. Animé par une curiosité insatiable l'être humain va donner un sens à sa vie. Maintenant, pour donner un sens à sa vie, plusieurs perspectives, plusieurs options s'offrent à lui. L'homme peut passer par la religion pour donner un sens à sa vie. L'homme peut passer par la philosophie pour tenter de donner un sens à sa vie. D'ailleurs, dans toutes les religions révélées, on nous enseigne que notre vie a un sens. Si Dieu nous a amenés sur cette terre, si Dieu nous a placés sur cette terre, c'est parce que tout simplement, notre vie doit être éclairée, guidée par ce qu'on appelle le vouloir de Dieu. Mais la question fondamentale qui se profile à l'horizon est de savoir, est-ce que l'être humain, étant ce qu'il est,
Un être de désir, de passion et de penchant est capable d'écouter la voix divine. Autrement dit, sommes-nous pas capables de faire des choses qui sont incompatibles avec la volonté de Dieu? Donc je dirais tout simplement que l'être humain, s'il pose des questions d'ordre existentiel, c'est pour donner un sens à sa vie. L'être humain est la seule créature, le seul être qui soit capable en tout cas de se poser des questions d'ordre existentiel et pour donner un sens à sa vie. Donc pour résumer, je dirais tout simplement que notre vie a un sens à condition que, si tant est que les actes que nous posions soient compatibles à la volonté et au vouloir de Dieu. Parce que Dieu nous a créés, certes, comme disent les religions, à son image et à sa ressemblance. Si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est parce que nous devons agir comme des dieux mortels. Si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, parce que toutes nos actions, tous nos regards, toutes nos œuvres doivent être caractérisées par la sainteté et par la sanctification. Dans cette perspective, je comprends en disant clairement que notre vie a un sens. Pourquoi? Parce que nous voulons tendre vers la perfection. Donc la perfection n'est pas une possession, mais c'est une tension. Je pense que les jeunes doivent s'intéresser à la philosophie parce que si nous regardons notre société, la façon dont elle fonctionne, il me semble fondamental d'instaurer la philosophie pour l'enseigner à nos jeunes. Pourquoi? Parce que la philosophie nous enseigne comment vivre heureux. Pourquoi? Parce que la philosophie nous enseigne un comportement vertueux. Pourquoi? Parce que la philosophie nous enseigne un comportement critique, rationnel, analytique et encyclopédique. Dans cette perspective, à la différence de ceux qui pensent que la philosophie n'est qu'une matière, je dirais le contraire. La philosophie n'est pas seulement une discipline, mais elle est un mode de vie. Elle est un mode de vie, pourquoi? Parce qu'elle nous enseigne le comportement vertueux que nous devons adopter face aux circonstances de la vie. Elle est un comportement vertueux parce que l'activité philosophique, elle est incontournable dans notre vie humaine. Sous ce rapport précis, je conclus en disant notre jeunesse a besoin de la philosophie pour éviter certaines actions. Notre jeunesse a besoin de la philosophie pour éviter de sombrer dans la violence perpétuelle. Notre jeunesse a besoin de la philosophie pour être éclairée. Car une société qui n'est pas éclairée par des savants est abusée par des charlatans. D'une part, on peut dire que les réseaux sociaux nous accompagnent dans la réflexion, dans la mesure où les réseaux sociaux ont d'une part une partie positive. Pourquoi? Parce que avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous n'êtes pas sans savoir que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication ont transformé considérablement la vie humaine sur le plan matériel. Mais également, elles nous accompagnent souvent. Ces nouvelles technologies de l'information et de la communication nous accompagnent souvent dans la réflexion. Ça, c'est vrai, on peut le considérer ainsi. Mais d'autre part, on peut dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont en train d'engendrer ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Pourquoi? Parce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent être considérées comme ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Or, l'homme dispose d'une intelligence humaine que Dieu lui a donnée. Maintenant, si l'intelligence artificielle parvient à remplacer ce qu'on appelle l'intelligence humaine, c'est là où le bas blesse, c'est là où les problèmes interviennent. Dans cette perspective, on comprend que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont fait de nous des monstres avant que nous ne soyons des hommes. Pourquoi dit-on que les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous ont transformés à des monstres avant que nous ne soyons des hommes? Parce que l'être humain actuellement, il est en train d'être dominé, d'être possédé par ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'allais même dire, l'être humain de nos jours a plus valorisé, a plus aimé les nouvelles technologies de l'information et de la communication plus que son prochain. Or, l'être humain, en mon sens, les êtres humains sont faits pour aimer, au lieu de valoriser ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, pour résumer, on retient que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'une part, nous aident à produire de bonnes réflexions, mais également, d'autre part, elles nous détruisent. Pourquoi? Parce qu'elles causent elles engendrent ce qu'on appelle le manque de fraîcheur familiale. Elles engendrent ce qu'on appelle la distance. Elles engendrent ce qu'on appelle le manque de compassion. Parce que dans une société où les gens ont souvent tendance à se pencher perpétuellement, constamment aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, il me semble fondamental que notre frère, en tout cas notre sœur, notre conjoint, notre prochain soit relégué au second plan. Or, notre prochain n'est pas créé pour être relégué au second plan. Il est créé pour être soutenu, écouté et entendu. Je pense que la meilleure façon de développer son esprit critique consiste à pratiquer la réflexion philosophique. Je l'ai dit à l'entame de mes propos,
La philosophie, si elle est importante, c'est parce qu'elle développe notre esprit critique. Elle nous façonne, elle nous forge. Donc développer son esprit critique consiste à se démarquer de la naïveté. Développer son esprit critique consiste à se démarquer de l'immédiateté dans laquelle sont enfermées les autres créatures. Développer son esprit critique consiste à ne pas être un gogo. Développer son esprit critique, mais également consiste à être capable à faire la distinction, à faire le discernement, la différence entre le vrai, du faux, le bien, du mal. Donc je crois que la meilleure façon d'échapper à la tromperie, la meilleure façon d'échapper à l'ignorance, la meilleure façon d'échapper également aux choses parfois qui nous poussent à poser des actes qui nous poussent à regretter, consiste à développer son esprit critique. Donc de ce point de vue, l'être humain ne doit pas être naïf, mais il doit être en mesure d'exercer convenablement, de développer son esprit critique pour échapper au piège de l'ignorance, mais également pour se démarquer des ténèbres de l'ignorance. Je dirais tout simplement que même si la philosophie elle est considérée comme une activité difficile, il faudra noter que l'homme ne peut pas se passer de la philosophie. L'élève qui dit que la philosophie est difficile, je crois qu'il ne comprend pas ou bien elle ne comprend pas les tenants et les aboutissants d'une telle discipline. Je crois que un bon élève non seulement doit aimer la philosophie, mais également il doit être capable de remettre en question certaines choses qui existent dans sa vie. Un bon élève ne doit pas fustiger la philosophie en mon sens. Un bon élève doit être capable de faire ce qu'on appelle l'apologie de la philosophie, mais également d'aimer la philosophie. Parce que l'élève qui dit que la philosophie elle est difficile, en mon sens, il n'a pas ou bien elle n'a pas compris l'importance d'une telle matière dans sa vie. Elle n'a pas compris ou bien il n'a pas compris la pertinence d'une telle matière dans sa vie. Donc l'être humain fondamentalement doit philosopher pour donner un sens à sa vie. L'être humain fondamentalement doit se pencher, doit s'adonner entièrement et totalement à la réflexion philosophique pour se démarquer de l'ignorance, de la fausseté et des fausses certitudes. Donc la philosophie, en mon sens, certes, même si elle est pénible, mais elle est une activité incontournable, inévitable et inhérente dans la vie de l'être humain. Quel philosophe m'inspire le plus et pourquoi? Je dirais tout simplement Blaise Pascal. Pourquoi Blaise Pascal? Parce que étant un philosophe chrétien catholique, baptisé, étant un philosophe qui a tenté de montrer en tout cas l'existence de Dieu dans une de ses réflexions, je crois qu'un tel philosophe mérite d'être lu, mérite d'être en tout cas imité, mais également il mérite d'être suivi. Pourquoi? Parce que tout simplement Blaise Pascal, ses réflexions me semblent pertinentes. Ces réflexions me semblent pertinentes dans la mesure où, dans ses réflexions, en tout cas dans un de ses livres, en tout cas dans le seul livre qu'il a écrit d'ailleurs, Les Pensées, Blaise Pascal s'est efforcé de montrer que l'être humain, étant un être pensant, est comparable à un oiseau, le plus faible de la nature, mais c'est un oiseau pensant. Donc je dirais tout simplement que Blaise Pascal fait partie de mes philosophes préférés pour la bonne et simple raison. Nous partageons la croyance, mais également certaines de ses idées, certaines de ses thèses, je les approuve. Je lui poserai la question tout simplement pourquoi est-ce qu'il a privilégié le monde intelligible au détriment du monde sensible. Je crois que là où j'ai partagé l'avis de Platon, c'est là où il dit clairement que pour que les mots de la société, je précise mots, M-A-U-X, un mal des mots, pour que les mots de la société puissent disparaître, il faut que les philosophes deviennent des rois ou les rois s'adonnent à la philosophie. Donc je pense que dans ce sens, Platon, je corrobore les propos de Platon dans la mesure où Platon semble montrer ici le caractère indispensable des philosophes dans la société. S'il en est ainsi, je crois que je partage l'avis de Platon et je crois que cet avis est pertinent. Je dirais qu'Aristote a toujours quelque chose à nous apprendre. Pourquoi? Parce que la pensée d'Aristote, en mon sens, est transversale. Pourquoi? Parce que la pensée d'Aristote, elle est encyclopédique. Pourquoi? Parce que la pensée d'Aristote reste toujours d'actualité. Rappelez-vous, c'est Aristote qui a écrit dans son livre intitulé La politique, cette fameuse citation que beaucoup d'élèves connaissent, l'homme est un zoon politikon. Ce qui veut dire quoi? L'homme est un animal politique. Donc de l'avis d'Aristote, l'homme est fondamentalement fait pour vivre en société. Sans la société, l'homme ne peut pas s'épanouir. Sans la société, l'homme n'est pas homme. Sans la société, l'homme, ce qui fait de l'individu une personne devient impossible et pensable. Dès lors, on comprend que la société participe à notre humanisation. La société participe à notre socialisation. J'allais même dire, la société, elle est considérée comme l'usine de fabrique de l'humanité. Elle est l'instance dans laquelle et par laquelle l'homme s'épanouit. Dès lors, on comprend que hors de la société, point d'homme. Hors de la société, pas de culture.
hors de la société, l'homme devient un être barbare et sauvage. Or, l'homme n'est pas fait pour sombrer dans la barbarie. L'homme n'est pas fait pour sombrer dans la sauvagerie, mais l'homme est fait pour se perfectionner. Voilà pourquoi je me suis accoutumé à dire l'homme n'est pas un être statique, mais l'homme est un être dynamique. Pourquoi dit-on que l'homme n'est pas un être statique, mais il est un être dynamique? Parce que de toutes les créatures, de tous les êtres vivants, l'homme est le seul être qui soit capable de se culturaliser, de se socialiser, mais également l'homme est le seul être qui soit capable de vivre la solidarité. L'animal n'est pas capable de le faire. Donc dans ce sens, on comprend qu'Aristote aurait raison quand il déclare clairement et fondamentalement que l'homme est un zoon politikon. Ce qui se traduit littéralement, l'homme est un être social. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour vivre en société. L'homme n'est pas fait pour s'isoler. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas un être autarcique, il n'est pas un être autosuffisant, mais il a besoin de ses semblables pour se parfaire. Je dirais tout simplement de regarder et de suivre constamment Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais qui est aux États-Unis, qui dans ses émissions souvent, en tout cas dans ses interventions, j'y vois de la matière et de la pertinence. La réponse peut être, cette question peut être analysée sous deux angles. Peut-on être philosophe et croyant? D'une part, on pourrait être philosophe et croyant. En tant que professeur de philosophie que je suis chrétien catholique. Je pratique ma foi chrétienne catholique. Et je ne dirai jamais à mes élèves de ne pas être des croyants. De ce point de vue, on peut être philosophe et croyant. Dans le même ordre d'idées, de montrer qu'on peut être philosophe et croyant, l'histoire de la philosophie nous a enseigné que beaucoup de philosophes sont croyants et en même temps philosophes. Je pense à Saint Augustin, je pense à Saint Thomas d'Aquin, je pense à Imam Ghazali, qui sont des penseurs certes, mais en même temps qui sont des philosophes. Dans cette perspective, on comprend que la philosophie et la croyance pourraient être deux notions qui pourraient cheminer ensemble. La philosophie et la croyance pourraient aller de pair. La philosophie et la croyance, en tout cas, pourraient cheminer ensemble. C'est pourquoi ici la pensée de Pape Jean-Paul II devient pertinente lorsqu'il déclare, je cite, « La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » Et quand Pape Jean-Paul II dit que la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité, cela voudrait dire que l'être humain doit faire la jonction, l'association entre sa foi et la raison. La raison intervient pour éclairer la foi. La raison intervient pour éclairer les saintes écritures. La raison intervient pour permettre à l'être humain de comprendre qu'il y a un être puissant, transcendant, que nous adorons nous tous, et cet être, entre guillemets, s'appelle Dieu. Dans cette perspective, on comprend que la raison et la foi pourraient cheminer ensemble. Toutefois, il faudra montrer d'autre part que la foi et la raison ont souvent entretenu des relations conflictuelles et des relations heurtées. La foi et la raison pourraient être séparées. Pourquoi? Parce que la raison questionne, la foi, quant à elle, elle adhère. La raison conteste, critique, remet en question, questionne et veut donner un sens à sa vie. La foi, quant à elle, elle nous fait appel à la soumission. D'ailleurs, dans tous les textes sacrés, on enseigne que l'être humain doit accepter les vérités religieuses, les vérités, en tout cas, doit accepter et croire les vérités transmises par Dieu par l'intermédiaire des prophètes. Dans cette perspective, on comprend que d'une part, la foi interdit ce qu'on appelle le doute. La foi interdit ce qu'on appelle la critique. Je peux fonder mon argumentation sur deux exemples. Le premier exemple est biblique. Pourquoi? Parce que dans une des pages d'évangile,